car ensuite il vous faut la vivre avec la détermination d'une Sénégalaise, Fatoum Diom, femme de lettres. Chaque pas mène vers un résultat escompté. L'espoir alors se mesure au degré de combativité. Bon courage. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Madame, Messieurs, chers publics, maintenant l'heure est venue de donner la parole au président de PASTEF les Patriotes, M. Ousmane Sonko. Président Ousmane. Président Ousmane, évidemment, je parle de PASTEF les Patriotes. Merci beaucoup. Président Ousmane, évidemment, je parle de PASTEF les Patriotes. Vous êtes né à Thiès le 15 juillet 1974. Je disais que vous êtes né à Thiès le 15 juillet 1974, coïncidant avec la libération de Mamadou Dia. Après 12 ans de prison, vous naissez donc l'année à laquelle Mamadou Dia est libéré. Était-ce vraiment une coïncidence? N'était-ce pas une annonce d'une responsabilité future de briseur de chaînes, de combat pour la liberté, de refus de toute forme d'injustice? À ces questions, nous aurons peut-être l'occasion d'y répondre. Vous le savez. Merci beaucoup. Jërëjëf. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et toute votre délégation de la France Insoumise, j'allais dire votre illustre délégation, Monsieur le recteur et à travers vous toute la communauté universitaire, chers étudiants, chers invités, je disais hier au président Mélenchon, et je préfère l'appeler président, que je n'ai ni son éloquence ni son art oratoire, et c'est pourquoi probablement je vais me cantonner à mon texte pour ne pas risquer de me perdre. J'aurai moins tendance à l'articulation physique pour la simple raison que désormais nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous avons transformé ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance
que ça fait à peine 1 mois que nous sommes aux affaires. 1 mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais 1 mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Le passage à la douloureuse épreuve de la traite négrière, ensuite la colonisation que nos pays ont vécue, et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation, beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avons presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Élysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats, où vous rejetiez la neutralité et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je me mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, l'Occident et l'Europe, très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position,
qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral, France particulièrement, et de tout le monde occidental, et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui le dénoncent, la France fait de la stigmatisation d'une religion, en l'occurrence musulmane, son exercice favori, au point d'interdire à des musulmanes de s'habiller comme elles l'entendent. Si cela est conforme à la culture, au mode de vie et aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Góor Jigéen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi, nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions, ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation de ce phénomène. Pour conclure, je dirais à monsieur
Je dirais, pour conclure, que contrairement à une opinion qui est de plus en plus répandue, je suis optimiste pour l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Je suis optimiste pour l'avenir des relations entre la France et l'Afrique et le Sénégal. Mais pour que cela se fasse, nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celle de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues. Qu'un discours éclairé, réaliste, qui tienne compte des évolutions remarquables de ces dernières décennies et qui marque un tournant que seule l'élite européenne ne comprend pas encore, il est important que ce discours soit entendu. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans la politique intérieure française. J'ai la réputation d'avoir pu élire des maires et des députés et un président de la République au Sénégal. J'ose espérer, c'est exagéré, je n'ai élu personne, c'est le fruit d'un travail collectif acharné. Mais j'ose espérer que cette prédiction se réalise lors des prochaines élections présidentielles en France en 2027 et que les insoumis aujourd'hui, ce que tous les peuples ont fait pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale, parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. Et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet-drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation
de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contrepoids. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à 2 devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrai pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. L'Union européenne est le premier en matière d'aide au développement. 51% de l'aide au développement vient de la zone Union européenne, dont 20% de l'Union elle-même et les 80% du cadre bilatéral. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction cette aide par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle, économique, qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploités sur le pays, je puis vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Et c'est pourquoi nos partenaires doivent comprendre que c'est là la seule issue à la délicate et teigneuse question du chômage de masse. C'est que nos pays s'organisent, en plus de la mobilisation des ressources fiscales et des droits de port, en plus de la question monétaire qui doit nous permettre de pouvoir avoir une monnaie adaptée à nos réalités économiques, en plus du travail qu'il faut faire sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption qui nous fait perdre énormément, c'est aussi la renégociation de toutes les conventions qui ont été signées de manière léonine
et qui aujourd'hui, aussi bien au niveau des clauses juridiques, des clauses financières que des clauses techniques, sont au détriment de notre peuple. Je peux dire ici, et vous ne le saviez pas, on nous a promis que le gaz commencera à être exploité cette année. Vous connaissez l'impact que peut avoir cette richesse sur un peuple. Vous allez dans des pays comme le Qatar qui, 30 ou 40 ans en arrière, on n'y enregistrait que des tentes dans le désert. Vous voyez ce que c'est devenu avec une bonne utilisation de leur gaz naturel. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, je peux assurer les Sénégalais que dans les 15 ou 20 ans à venir, le Sénégal ne gagnera pas un copec de son gaz. Et c'est inadmissible. Et c'est pourquoi nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ses ressources naturelles. Oui, nous acceptons qu'un investisseur qui a pris des risques, qui a investi, doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'acceptons pas qu'il gagne tout et que nous ne gagnons presque rien. Ça, ce n'est plus l'Afrique de 2024. J'aimerais terminer par le dernier point. J'aimerais terminer par le dernier point. Nous disions hier, vous et moi, que nous avons énormément de convergences. Et je suis sûr que vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je suis moins sûr que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant. Mais on ne peut pas avoir une convergence parfaite, ça n'existe nulle part. Même entre nous, Sénégalais, entre nous, dans le cadre de notre parti, le PASTEF, nous n'avons pas une convergence parfaite. Et j'aimerais terminer sur un point qui relève beaucoup plus des aspects culturels, sur lesquels les échanges doivent être prudents du moins. Sur l'aspect culturel, qui relève souvent de la foi et qui déclenche beaucoup de passion, chaque peuple doit se donner les moyens de respecter les autres peuples dans leurs croyances et leurs convictions. Et vous aviez dit tantôt également, je l'ai noté, que la crise de l'humanité ne peut se résoudre que par le contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas une seule société humaine.